Alors, on est de retour de Barcelone avec Philippe Legrand. On n'a même pas eu l'occasion de se croiser dans les allées, tellement ce salon est gigantesque et pourtant on les a parcourus. Oui, mais nous étions nombreux. Nous étions très nombreux. Philippe Legrand, président d'Infranum, Faïz Djelouli, CEO cofondateur d'Olyséum, Thomas Lanaud, directeur commercial Europe BSO. Vous êtes là avec moi pour reprendre ce débrief de l'actualité autour du mobile. Pas seulement, on va quand même commencer avec ce qui s'est passé au Mobile World Congress et ces grandes tendances que nous avons vues. Hier, on avait commencé un peu ce travail ensemble autour des promesses de la 5G, ce qu'on en attendait. On a entendu le patron d'Ericsson France, Franck Bouettard, nous expliquer que finalement l'enjeu, ce n'était pas non plus totalement que la 5G, c'était de basculer l'ensemble des infrastructures vers des infrastructures mobiles. Forcément, il prêche pour sa paroisse. Je voulais vous montrer d'ailleurs une des fonctionnalités présentées par Ericsson sur son stand gigantesque. Pas aussi grand que celui de Huawei, mais pas loin. Énormément de démos, dont une nouvelle fonctionnalité qui s'intègre dans des scénarios de cyberattaque et qui fonctionne déjà en 4G. On regarde. Je suis en compagnie de Sanas Gari. On est devant un scénario de cyberattaque sur une ville et on voit des zones en rouge. Sanas Gari, qu'est-ce qui se passe là ? Oui, effectivement, c'est une ville en source de cyberattaque, mais heureusement, ils ont des équipements de radio d'Ericsson. Et là, on a des fonctionnalités pour protéger des attaques et d'autres, si jamais malheureusement une attaque se passe, on a des fonctionnalités pour détecter une attaque. Exemple ici, rapidement, si on peut avoir une attaque qui est appelée fausse station de base. Donc, elle peut être... C'est-à-dire qu'on a une personne malveillante qui décide d'installer une fausse base radio, c'est ça ? Exactement. Et de se faire passer pour un équipement radio classique pour collecter des données de tous les utilisateurs qui sont autour. Effectivement. Donc, il va envoyer un signal qui est très fort pour rattraper ces mobiles lorsqu'ils sont en train de bouger. Donc, les mobiles, lorsqu'ils se connectent à la station de base a accès à tout le réseau et elle va pouvoir manipuler, elle va voir les identifiants des utilisateurs et ça peut être très dangereux. Donc, lui, c'est le malveillant. Exactement. Celui-là, c'est le malveillant et ça, ce sont les stations de base d'Ericsson. Mais heureusement, ils ont l'équipement Ericsson et on a une fonctionnalité qui est géniale. Juste on l'active, elle va faire donc un scan de tout le réseau, rapporter tous les identifiants des cellules et elle va pouvoir voir, on va voir ensemble comment elle va détecter que c'est une fausse station de base. C'est ça le méchant, c'est ça l'attaqueur qu'on doit attraper. Comme ça. Donc là on voit les stations de base validées sont en bleu. Exactement. Et celle-ci est identifiée comme une fausse. Exactement, elle est comme fausse. Et là on le voit sur une page et c'est identifié comme fausse station de base. Là, l'opérateur, il peut faire une action ou appeler les autorités qu'il y a un attaquant dans le réseau. Merci beaucoup. Je vous en prie, bienvenue. Merci. Vous avez trouvé qu'on était assez présent sur ce sujet de la cybersécurité au Mobile World Congress ? Pas trop. Pas trop hein. Je trouvais que ce n'était pas le sujet numéro 1, effectivement. Fallait peut-être pas faire peur, je ne sais pas. Peut-être, et puis il y a d'autres enjeux. Oui, tout à fait. En fait, c'est le propre de chaque innovation technologique que la fonctionnalité précède la partie cybersécurité. On pensera à la cybersécurité plus tard. Ce qui est dommage, parce que quand même, ça y est, on a quand même déployé de la 5G, y compris en France. Les questions de cybersécurité sont hyper présentes. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus fort. Oui, tout à fait. Enfin, le sujet requiert normalement qu'on puisse s'y intéresser avec force. La démonstration que vous venez de passer, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner en termes de cybersécurité que dans des cas où la cybersécurité est extrêmement bien apportée dans les infrastructures. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est rarement le cas. Que ce soit dans les IoT ou dans les infrastructures télécoms, on garde quand même une marge de progression extrêmement importante. Donc là, c'est une très belle vitrine, très souhaitable pour l'avenir. La réalité, elle est quand même un petit peu en dessous. Ouais, et puis c'était qu'un petit stand parmi 74 autres. C'est vrai qu'on en parlait avec Jean-Paul Smet de Rapid Space, qui est un de nos clients par ailleurs. Et l'enjeu, c'est la virtualisation des réseaux, quels qu'ils soient, des réseaux 5G ou radio. Et il est vrai qu'en fond, c'est la partie... cybersécurité, c'est-à-dire gérer le trafic Internet qui augmente et gérer l'anti-DDoS, c'est-à-dire
des solutions pour lutter contre les attaques volumétriques qui rendent inopérants des devices ou des réseaux. Je pense que l'enjeu, c'était plus de parler de la virtualisation plutôt que des solutions de cybersécurité qui sont gérées en background. Oui, ça c'était vraiment le sujet. Alors vous avez évoqué Jean-Paul Smets de Rapid Space, on a un reportage avec lui, mais avant, je propose qu'on écoute depuis le stand Huawei, donc je rappelle, 11 000 mètres carrés de stand au sein du Mobile World Congress. C'est une grosse démonstration de force. Et puis il faut montrer patte blanche quand même, on ne peut pas aller partout où on veut, on ne peut pas prendre toutes les photos non plus que l'on souhaite prendre. Donc démonstration de force du chinois Huawei sur les questions de 5G en matière d'antenne, mais aussi des nouveaux usages autour de l'industrie 4.0. On écoute son directeur général France. Les antennes, vous en montrez beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup d'innovations autour des antennes 5G, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a aussi des nouvelles antennes qui sont capables de faire de la 2G, de la 3G, de la 4G, évidemment, de la 5G et même de la 5.5. On commence à voir à quoi ça va ressembler. 5.5G. Sur le marché français, tout ce qu'on voit là comme innovation, est-ce que déjà c'est pour le marché français aussi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne verra pas en France? Évidemment, toute innovation est aussi pour l'ensemble du marché international, dont la France, et en particulier la France, parce qu'enfin, on a fait beaucoup d'innovations avec la France, avec des opérateurs. Quand vous évoquez en fait les antennes, on a fait innovation sur plusieurs bandes, 7, 5, 8 bandes ensemble, etc. Que vous voyez tout à l'heure dans le stand, il y a des antennes unifiées avec la 5G, 4G, etc. Donc tout ça, donc on optimise la place, on réduit le nombre de sites. On optimise la place mobiles. Et on optimise également le visuel, ouais. etc. Donc on augmente en fait l'efficacité dans l'ensemble. Merci. Juste un dernier point. La première pierre stratégique de Huawei en France, là, en 2023, ce sera quoi? Alors en 2023 et aussi dans les 20 années à venir, parce que cette année 2023, c'est le 20e anniversaire de Huawei en France. Et on l'a montré il y a 15 jours dans une conférence de presse. Qu'est-ce qu'on a fait en fait depuis 20 ans en France? Le thème principal qui ressort, c'est vraiment l'innovation. Donc on a fait pas mal d'innovations, 5 centres de R&D en France, un centre de R&D fondamental, etc. Donc évidemment, on continue. Des fabrications d'antennes en France à Strasbourg bientôt, sur une nouvelle génération. Et effectivement, on est en train de préparer en fait l'installation d'une usine de fabrication, une usine de production en France. Donc ça, dans les 20 années à venir, c'est aussi innovation qui est le mot-clé, parce que Huawei est une entreprise d'innovation, de nouvelles technologies. En tout cas, c'est la démonstration, vu la dimension du stand et le nombre de démonstrations. Merci beaucoup. Merci. Bon, je corrige quand même, Ming Hongzhang est le directeur général adjoint de Huawei France. Ça vous a laissé quelle impression de la présence de Huawei au Mobile World Congress? Ça prouve la santé de Huawei dans le monde, malgré les restrictions qui ont été appliquées en Occident. C'est une démonstration de force, le terme que vous avez employé est juste. J'ai aussi beaucoup apprécié les stands de Nokia, d'Ericsson et des autres équipementiers qui sont brillants d'innovation, tous. L'innovation, elle doit être collective, elle n'est pas détenue par les ZTE, je l'oubliais, elle n'est pas détenue par un seul équipementier, même si celui-là, effectivement, a fait une démonstration de force et a montré une chose qui était très intéressante, qui était les nouvelles antennes qu'il lance, celles qu'on ne pouvait pas prendre en photo. Exactement. Qui sont extrêmement performantes aussi. Un des gros sujets de Huawei notamment, mais pas seulement, c'était aussi l'industrie 4.0, avec un appel à accélérer en France. Ming Hongzhang dit, mais là, il faut vraiment passer à vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on attend ? Tout à fait. En fait, là-dessus, je le rejoins totalement. La 4.0, c'est, en deux mots, ça s'appuie beaucoup sur des équipements IoT, des équipements de télécommunications. Ça collecte beaucoup de data et donc ça fait aussi énormément de data mining. C'est en gros, on apporte à la fois de l'optimisation des processus avec de l'intelligence et de l'automatisation. Le problème avec ça, c'est que ça consomme énormément de données. Donc ça apporte très certainement, donc il y a le bright side et le dark side. Le bright side, c'est que ça apporte énormément de bienfaits aux entreprises. Dans le domaine industriel, ça permet de faire de la maintenance prédictive, ça permet de, je sais pas, par exemple, quand vous prenez les trains, c'est bourré de capteurs et dès lors que le pattern de
de collecte des vibrations commence à sortir du nuage habituel, eh bien on va détecter qu'il faut peut-être aller en maintenance pour éviter, pour anticiper la panne. Donc rien que de ce point de vue-là... on évoque un chiffre de 40% d'économie en passant à l'industrie 4.0. Il y a énormément d'économies, certes, mais par contre, moi je souhaiterais souligner la problématique cybersécurité qui est sous-jacente à ce problème-là, c'est qu'on collecte beaucoup de données. Et donc, ça veut dire qu'il y a une véritable problématique liée à la propriété intellectuelle, donc à la confidentialité des données, parce que ces données valent littéralement de l'or. C'est révélateur de savoir-faire, de beaucoup de secrets de fabrication qu'il faut protéger. Nous, on est très souvent sollicités pour le faire. Et le deuxième problème, c'est l'usage très, très massif des IoT. Les IoT, ça communique surtout par ondes radio. Donc, qui dit ondes radio dit qu'on peut les intercepter, potentiellement les manipuler s'ils sont mal sécurisés. Donc ça pose véritablement le problème de leur sécurité intrinsèque et de la sécurité de leur architecture et de leur interconnectivité avec des réseaux sensibles de production type OT ou ERP par exemple. Bon, ça explique peut-être pourquoi ils vont un petit peu prudemment sur ce nouveau terrain de jeu, mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi la question de l'attribution de fréquences. Oui, tout à fait. C'est décisif pour le développement de l'industrie 4.0 qui est très lié avec le développement massif des réseaux 5G privés. C'était une des grandes tendances, des grands enseignements du Mobile World Congress qui diffère en cela des autres événements, des autres éditions. Les réseaux 5G privés deviennent une tendance massive et ça permet de répondre à cet enjeu de sécurité dès lors qu'il est adossé à la maîtrise des données, mais on y reviendra, et à la souveraineté peut-être aussi, en tout cas la maîtrise globale des infrastructures. Et ça, c'est un marché qui est en train de se développer. On aura l'occasion d'ailleurs la semaine prochaine de remettre aux ministres Roland Lescure et Jean-Noël Barrot le guide de la filière sur la 5G privée, justement pour accélérer grâce à l'attribution des fréquences et à la baisse de leurs coûts. Maintenant, il faut accélérer sur... alors ça peut bousculer les équilibres et les forces du côté des grands opérateurs. Thomas Lanotte. Oui, écoutez, je pense que Philippe est plus à même de répondre à cette question sur ce point, peut-être. Oui, alors même si BSO est un bel opérateur d'infrastructure également. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes un peu dans les télécoms, il me semble, non ? Effectivement, ça pourrait bouleverser la donne, mais les opérateurs eux-mêmes ne sont pas en reste sur son marché, ils sont même des leaders naturels pour cela, parce qu'ils fournissent les solutions, même si c'est derrière pas forcément eux qui les opèrent complètement. Ça reste des très grands fournisseurs de solutions, y compris d'ailleurs jusqu'à la couche de cybersécurité. Ça peut bouleverser les équilibres, ça peut aussi contribuer à ajouter encore de l'activité pour l'ensemble de la filière et on ne peut que s'en réjouir. Bon, mais d'ailleurs, oui, non, mais en fait, c'est-à-dire que il y a vraiment un changement de pattern des trafics en fait inter-entreprises et intra-entreprises avec l'apparition du 4.0 et nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure haute disponibilité, enfin en tout cas notre secteur d'activité, on est là pour assurer et que les flux passent et que la performance soit au rendez-vous et d'apporter les solutions intégrant de l'AI également pour pouvoir mitiger les différentes attaques et prévoir les comportements déviants et protéger tous les équipements et tout un écosystème d'être rendu inopérant. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de Rapid Space, donc on est allé les voir. Moi, ce qui m'a frappé, c'était quand même le seul équipementier bout en bout français qui était présent au Mobile World Congress. Et j'ai retrouvé Jean-Paul Smets sur le Mobile World Congress. Jean-Paul Smets qui nous fait découvrir le monde du libre régulièrement dans Smartech. Et alors là, Jean-Paul, tu es au Mobile World Congress pour présenter une solution pour les télécoms. Et tu es en fait le seul équipementier français de bout en bout à exposer ici. Oui, c'est ce qui est arrivé un peu par hasard. Ok. Parce qu'en fait, on fabrique des têtes radio. Le bout en bout, donc ça passe par ces matériels-là. Oui. Ok. Donc l'onde, elle est amplifiée par la tête radio en blanc. Ce qui est envoyé dans la tête radio, le signal est calculé par le boîtier vert ou un boîtier jaune, c'est un serveur. Et ce qui surveille que le calcul se fait bien et que les performances du réseau sont bonnes, c'est le logiciel de gestion qui produit ce genre de courbe. Et tout est maison, là, dans ce que tu viens de me décrire ? Tout est maison, et ça veut dire qu'on est capable de livrer tous les éléments qui permettent de faire un réseau de télécom d'opérateurs. Et tout est maison et tout est, j'imagine, sous licence libre. Oui, tout est libre. J'espère bien même. Oui, bien sûr. Ok, et qui sont les clients, qui sont tes clients pour ce type de solution ? Alors, nos premiers clients sont des gouvernements pour des applications de type police ou armée.
où aujourd'hui, en fait, ce que veulent la plupart des jeunes policiers, c'est l'équivalent d'un WhatsApp sur leur téléphone. Ok, on va montrer. Oui, ça ressemble vraiment à une interface WhatsApp. Mais pour un réseau privé qui est attaché à chaque véhicule de police ou à chaque véhicule de transport de troupes. Ouais. Ensuite, nos deuxièmes types de clients sont des opérateurs qui veulent déployer des solutions de réseau virtualisé en ayant en fait la garantie que tout fonctionne de bout en bout. Alors quand tu dis des États, des opérateurs, c'est à l'international, c'est un marché international. Mais pourquoi ces clients-là qui quand même ont un trafic de données particulièrement sensible vont plutôt se tourner vers des solutions open source? Johan va nous l'expliquer. Ok, Johan. Oui. Alors déjà parce que nos serveurs sont open source et open hardware. Donc ça veut dire qu'on rend disponible à tout le monde les plans de fabrication. Donc les gens peuvent voir s'il y a des failles, tester et ils ont le contrôle total sur la machine. Ils peuvent même le faire fabriquer dans n'importe quel pays. Et ils peuvent chiffrer les données sur leur machine pour faire en sorte que nous, on n'ait pas accès aux données. Donc en fait, ils montent leur réseau sur mesure. Ils ont totalement la main et sur le matériel et sur le logiciel. Et toi, Jean-Paul, en termes de fournisseurs, tu dépends de qui? Alors moi, je dépends par exemple sur les microprocesseurs de 3 fournisseurs, AMD américain, Intel américain et Hygon chinois. D'accord. Sur le matériel serveur, on a de l'Open Compute qui vient de Taïwan ou d'autres matériels qu'on fabrique nous-mêmes en France. Donc tu n'es pas tenu par un seul acteur en fait, du marché, c'est ça? On a toujours au moins 2 acteurs, comme ça on peut vérifier que l'approvisionnement continue et que le prix n'est pas exagéré. Ok, je vous souhaite un bon salon sur le stand de Rapid Space. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon voilà, pour notre tour d'horizon de Mobile World Congress, on va s'arrêter là, sinon on ne va pas avoir le temps de discuter, de débattre ensemble des autres sujets du débrief, à commencer par les GAFA. Alors, quand je dis les GAFA, c'est plutôt les big tech, tous ceux qui utilisent massivement nos réseaux, nos infrastructures, nos réseaux de télécom. Est-ce qu'il faut les faire payer? Est-ce qu'il faut les taxer pour nous aider à financer nos déploiements? Quel est votre avis sur la question, messieurs? Thomas Lanotte. Écoutez, alors c'est un peu à double tranchant parce que si on regarde sur les 8 dernières années, c'est plus de 400 milliards investis par ces mêmes GAFAM. Depuis 3 ans, c'est plus de 70 milliards investis en infrastructure pour à la fois gérer l'explosion du contenu, parce qu'il ne faut pas oublier que 60% du trafic mobile est lié directement aux GAFAM. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué, acheté de la bande passante, construit des câbles sous-marins pour acheminer cette donnée. Ils ont investi dans des data centers pour rapprocher le contenu de l'utilisateur. En fait, ils n'ont plus besoin de personne, c'est ça que vous nous dites. En ce sens, ils contribuent déjà à créer des filières, à favoriser l'attraction des territoires avec les stations d'atterrissement des différents câbles, Dunant, Amitié, on a eu l'occasion d'en parler. Donc, est-ce que le sujet n'est pas de se demander pourquoi un champion européen n'émerge pas, alors qu'on a quand même pu profiter de l'apport en investissement de ces GAFAM. Alors, je vais faire la contradiction, c'est que peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur l'utilisation des réseaux télécoms de nos opérateurs nationaux européens à moindre frais, qui leur permet de gagner beaucoup d'argent et de financer leur propre réseau, et donc de devenir nos nouveaux concurrents sur les infrastructures. C'est effectivement exactement la position des grands opérateurs européens, de dire qu'on construit des infrastructures européennes pour faire rouler des voitures californiennes, et que le déport de la valeur est complètement disproportionné entre les GAFAM donc, et ces opérateurs européens. Donc effectivement, il y a une question d'équilibre des forces. Je suis totalement d'accord avec l'analyse qui consiste à dire que notre priorité est de faire émerger les champions de demain. Ouais. On y contribue au sein de la French Tech. Je reviens donc, comme vous de Barcelone, et 70 entreprises françaises, des jeunes pousses, des startups qui investissent, sont soutenues. Il y avait Business France et il y avait la French Tech. Infranum était là également. On a même remis les Infranum Awards. Je pense qu'on doit mobiliser nos efforts pour faire émerger le GAFAM de demain. En attendant, la réalité d'aujourd'hui, c'est quand même ce déport de la valeur. Et je suis assez compréhensif, en tout cas, envers les opérateurs qui constatent cela. Et je pense qu'il faut rétablir un certain équilibre, puisque effectivement, plus de 60% du trafic est utilisé par ces quelques petits acteurs. La réglementation européenne a été sortie. Maintenant, la discussion est sur la table. Mais ce que Infranum demande, et notre position forte, c'est que si taxation il doit y avoir, elle doit servir les infrastructures numériques.
c'est une question de justice vis-à-vis de ceux que l'on taxe et aussi de bonne santé économique de la filière, on ne va pas s'en plaindre, mais toute taxation sur le numérique doit servir le numérique. Votre avis, Faïs? J'abonde dans le sens qui vient d'être dit par mes collègues. Effectivement, aujourd'hui, n'oublions pas que les infrastructures qui ont besoin d'être modernisées ont très longtemps constitué le lit de la création de la valeur ajoutée de ces big tech, donc pas que GAFAM, effectivement, il y a Netflix, il y en a d'autres, et que moi je les invite à voir cette taxation comme proposée par M. Breton, comme un investissement sur l'avenir, puisque demain ils auront tout le loisir de pouvoir exploiter les capacités offertes par ces projets de modernisation. Oui, mais justement, peut-être qu'ils préfèrent créer leurs propres infrastructures plutôt que de financer celles des autres. Alors, à Barcelone, on a eu Thierry Breton aussi qui nous a proposé un discours très mesuré sur cette question avec la consultation européenne qui est lancée sur le financement des réseaux télécoms et qui dit qu'il n'y a pas de choix binaire à faire entre ceux qui fournissent les réseaux et ceux qui alimentent le trafic. Il faut trouver la juste mesure. Oui, parce que la crainte des régulateurs européens, c'est aussi là que ça se joue. La crainte des régulateurs européens, c'est d'induire des biais. La crainte des opérateurs alternatifs, c'est d'induire des distorsions de concurrence. Et la crainte des citoyens, c'est de mettre un terme à la net neutralité, la neutralité du net. Donc tout ça est un parce que notre proposition, plutôt que de taxer les GAFAM, ce serait de permettre de davantage monétiser les trafics Internet, c'est-à-dire permettre aux opérateurs peut-être de décider quel service il proposera à ses abonnés, à quel prix, et donc on remettrait en question la neutralité du net. Exactement, c'est une alternative qui pourrait être crédible, mais qui mériterait d'être extrêmement encadrée. C'est la raison pour laquelle Thierry Breton tient des propos toujours quand même engagés, oui, mais mesurés, parce qu'il cherche le consensus, il cherche à trouver la bonne formule pour réussir quand même à la contribution à ce juste équilibre entre les investisseurs sur les infrastructures et ceux qui en bénéficient massivement, même si effectivement ils investissent beaucoup dans l'économie globale de l'IT. Encore un commentaire sur ce sujet? Non, effectivement, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ils deviennent aujourd'hui les plus gros employeurs, on le voit, et donc ça favorise des emplois extrêmement qualifiés, donc c'est extrêmement bien pour l'économie française. Bon, on passe à notre autre sujet très rapidement sur l'interdiction de TikTok dans les institutions. Bon, alors là, c'est une question à la fois de cybersécurité, de questions de cyberespionnage, mais aussi d'addiction. Vaste sujet. Je vais peut-être répondre ou commenter que sur la partie cybersécurité. Oui. Moi, j'ai vraiment du mal à me faire l'avocat du diable, en quelque sorte, par rapport à TikTok. C'est vrai qu'ils ont fait l'objet d'un certain nombre de mesures de rétorsion qui s'avèrent, à la lumière de l'analyse technique, être quand même suffisamment fondées. Alors, c'est-à-dire disons qu'aujourd'hui, j'ai du mal quand on regarde le profil technique du fonctionnement de TikTok, j'ai du mal à opposer dessus un regard serein. Si je devais retenir deux raisons, la première, c'est que c'est lié à la sophistication démesurée du fonctionnement de TikTok. Vous savez, l'application est en réalité très différente dans son fonctionnement par rapport à d'autres applications. C'est une machine virtuelle dans laquelle s'exécute un code avec un langage propriétaire. On voudrait obscurcir le fonctionnement réel de l'application, qu'on ne s'y serait pas pris autrement, quoi. Et la deuxième problématique qui corrobore, qui vient renforcer aussi la suspicion portée au premier, c'est que ça consomme énormément de données. Ça collecte beaucoup de données personnelles, donc caméra, le micro, la géolocalisation, etc. Et sans chercher à être stigmatisant, mais quand on connaît la conception de la privacy dans le pays d'origine de TikTok, c'est-à-dire la Chine, que l'on sait être très très différente de la conception de la privacy. Et là-dessus, je n'oppose pas de jugement moral, mais en tout cas, on sait que c'est un fait. C'est très différent de l'importance que l'on apporte sur la protection de la vie privée en Europe, et généralement, et c'est même défendu par le RGPD, par les règlements. Eh bien, on est en droit de se poser des questions, voire même de sévir, je pense. Oui, bon alors après, on n'a pas vraiment le temps de commenter. Je voulais quand même vous passer cette petite séquence vidéo avec Emmanuel Macron. J'ai Lucas sur Snapchat. Plus de légumes, moins de viande.
Bon, c'est pas tout à fait une question, Lucas. Moi, je suis pour le régime flexitarien. Donc, il faut un régime équilibré, en particulier pour nos enfants, nos ados, enfin pour tout le monde. Donc, il faut des légumes et de la viande, en des proportions raisonnables à chaque fois, ce qui est important pour notre santé, parce que l'alimentation, c'est de la santé, c'est de la prévention. Si on se nourrit bien, on est moins malade. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on puisse se nourrir avec de la qualité et à bon prix. Et il se trouve que nous produisons de la qualité dans notre pays. Attention, TikTok, c'est dangereux, mais alors il s'en sert quand même royalement Oui, c'est-à-dire pour communiquer auprès d'une autre population, quoi, les jeunes. Je trouve qu'ils sont tous flexitariens, c'est-à-dire que l'administration Trump a essayé de faire interdire TikTok, en tout cas de les faire racheter par Oracle et Walmart, et c'est une opération qui a échoué. Tout le monde utilise TikTok à des fins de promotion individuelle et sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus pour l'arrêter. C'est une drogue dure, quand même. Ouais. Flexitarien, c'est pas mal. Bon, et puis on se retrouve là au milieu d'un conflit quand même Russie-Chine. Nous, l'Europe au milieu, c'est pas simple. Merci beaucoup à tous les trois pour le débrief de l'actu. Faiz Djellouli, patron, cofondateur d'Olyseum dans la cybersécurité. Philippe Legrand, président d'Infranum, et Thomas Lanaud, directeur commercial Europe, BSO sur les infrastructures telco critiques. Juste après la pause, on part sur le salon, cette fois international, de l'agriculture.